Bonsoir Richard. Bonsoir Catherine. Alors nous avons la vue sur votre jardin puisque pour des raisons personnelles, vous avez choisi de ne pas paraître à l'écran. Toutefois, vous avez eu des expériences très intéressantes et on va commencer avec celle qui vous est arrivée en 2015, qui est une sortie de corps, hein, en 2015, 2 mois, je crois, après le décès de votre maman. C'est tout à fait ça. 2 mois après le décès de ma maman, qui est donc décédée en 2015, elle allait avoir 86 ans. Ce qu'il s'est passé, c'est que je suis sorti en sortie astrale et je me suis retrouvé dans son appartement. À savoir que cet appartement avait été loué déjà à une famille après son décès. Mais évidemment, pour les personnes qui auraient du mal à comprendre, c'était un peu comme un plan parallèle. Parce que lorsque je suis arrivé en sortie astrale dans son appartement, l'appartement était identique à celui qu'elle avait occupé, mais par contre, il était tout blanc, blanc totalement lumineux et vidé de tous ses meubles, mis à part la table de salle à manger et un siège sur lequel ma maman se trouvait assise. Il est à noter que ma maman, lorsque je l'ai vue dans cet appartement, avait l'apparence qu'elle avait lorsqu'elle avait à peu près une cinquantaine d'années. C'était une époque où elle était assez, entre guillemets, bien sûr, épanouie. Et elle avait en fait cette apparence-là. Elle n'avait pas du tout l'apparence du moment où en fait elle a terminé sa vie. Et donc je dis à ma maman qui était assise donc à la place qu'elle prenait toujours lorsqu'elle s'asseyait à table, je lui dis maman, tu ne devrais plus être ici, mais sans lui préciser où elle devrait être. Disons que dans ma conscience, c'était évident qu'elle aurait dû monter dans la lumière. Mais en fait, pour une raison que j'ignore, je ne précisais absolument rien. Et ma maman, qui était une femme de son vivant, qui avait un tempérament pas très facile, s'est mise tout de suite en colère en me disant: pourquoi veux-tu me faire de la peine? Évidemment, je ne voulais pas faire de peine à ma maman, mais elle le percevait de cette manière-là. Donc, comme je savais que ma maman était pas très commode et qu'il ne fallait pas insister, je lui ai dit, eh bien écoute maman, si tu veux, tu peux rester encore un peu, mais il y a un moment où il faudra que tu partes. Toujours sans lui préciser où elle devait partir. Je ne sais pas pourquoi je ne le précisais pas. Et donc, lorsque ça s'est passé et que j'ai senti que c'était le moment pour moi de partir, eh bien, je me suis réveillé. Alors, je précise quand même que je fais des sorties de corps depuis l'âge de 23 ans, enfin depuis que j'ai eu 23 ans, et que pour moi, c'est quelque chose, je ne vais pas dire de naturel, mais d'habituel. Voilà. 15 jours se sont ensuite écoulés. Alors, si vous me Oui, permettez, je oui. vais vous demander toutefois les circonstances de la sortie de corps. Donc, est-ce que vous êtes endormi? Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu les circonstances lors de cette cette sortie-là dont on parle? La toute première, non, celle avec ma Celle-là, maman. celle-là. Oui. Alors, en fait, il faut savoir que, justement, je vais devoir parler des premières sorties de corps. Les premières sorties de corps étaient comme un apprentissage, c'est-à-dire que je ne m'éloignais jamais très loin de mon corps, afin que je puisse comprendre que je pouvais sortir de mon corps. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris et interprété. Et puis, ensuite, les sorties de corps se sont faites naturellement, c'est-à-dire que je me rendais même pas compte que je dormais et d'un seul coup, je me retrouvais dans un endroit ou dans un univers parallèle ou différent. Et là, eh bien, j'étais en fait hors de mon corps, mais toujours avec ma conscience. Et quand je revenais dans mon corps, systématiquement, je me réveillais dans mon lit. Voilà. Donc là, j'étais parti directement dans l'appartement de ma maman sans savoir quelle était la mission qui m'était attribuée. J'étais parti sans savoir pourquoi. Et ce sont toujours des sorties
involontaires, c'est-à-dire qu'elles sont spontanées, ces sorties, ou vous les Alors, je ne les souhaite absolument pas. Ça se fait naturellement et je ne sais pas du tout ce qui les déclenche. Ce n'est pas du tout volontaire de ma part. Donc, 15 jours après cette sortie astrale où j'ai rencontré ma maman, je me suis retrouvé avec ma maman, toujours, donc j'étais sorti encore de mon corps, je me suis retrouvé avec ma maman devant un ascenseur transparent. Ma maman avait toujours l'apparence de sa cinquantaine d'années et elle avait l'air plutôt joyeuse, elle avait l'air plutôt tranquille, apaisée. Et cet ascenseur qui était devant nous était donc, il semblait fait de verre. Il mesurait à peu près 10, enfin peut-être pas 10 mètres, non, disons 5 ou 6 mètres sur 5 ou 6 mètres. Et il y avait des gens à l'intérieur, des personnes. Je crois me souvenir qu'il y avait un enfant, mais je n'en suis pas sûr. Nous sommes rentrés dans cet ascenseur, nous devions être une douzaine de personnes, et les portes en verre coulissantes se sont refermées. Et j'ai senti l'ascenseur décoller. Et pendant que l'ascenseur montait, j'ai vu tout autour de l'ascenseur comme du brouillard ou des nuages, puisque je pouvais voir au travers des parois qui étaient transparentes. Et ça n'a pas duré longtemps, à peu près 3 secondes à 5 secondes, en temps terrestre, bien sûr. Et nous sommes arrivés sur un palier. Et les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Et devant, il y avait une grande rotonde avec plusieurs couloirs qui partaient dans toutes les directions. Je dirais à peu près une dizaine ou une douzaine de couloirs qui partaient un peu partout. Et les personnes qui étaient avec nous dans l'ascenseur sont sorties et chacune est partie dans un couloir différent. Alors, quelquefois, il y en avait qui partaient 2 par 2, voilà, mais dans des couloirs totalement différents. Et à ma maman, je lui ai dit, eh bien, pour nous, c'est par là, comme si je savais exactement que je devais l'accompagner. Nous avons pris un couloir qui se trouvait sur la gauche. Ce couloir était faiblement éclairé. On aurait cru un couloir d'hôpital avec des portes sur les côtés, mais j'ignorais ce qu'il y avait derrière ces portes. Le couloir devait mesurer une bonne 50aine de mètres, et tout au fond, il y avait une porte ouverte. Cette porte était par contre très éclairée. Nous sommes arrivés au seuil de cette porte, et là, j'ai découvert une immense salle de danse. Mais c'était vraiment une très, très grande salle de danse, avec des personnes qui dansaient et des sièges qui étaient disposés tout autour de la salle. Ça ressemblait à une grande salle de mairie, avec une grande hauteur de plafond et des grandes fenêtres. C'était lumineux. Et ma maman semblait émerveillée à ce moment-là. Je l'ai donc invitée à s'asseoir sur l'un des sièges. Et après quelques secondes, un homme s'est présenté devant elle. Un bel homme, grand, environ 1,85 m, habillé avec un costume gris, une veste croisée, cravaté, un très bel homme, brun, d'une 50aine d'années. Et il a invité ma maman à danser. Et ma maman était bien sûr ravie, elle est partie danser avec cet homme. Et au bout d'un moment, j'ai senti que ma présence n'était plus nécessaire, puisque je voyais que ma maman dansait, était très heureuse. Donc je me suis levé et je me suis dirigé vers le seuil de la porte par lequel nous étions rentrés. Et là, je me suis réveillé dans mon lit. En me réveillant, j'ai compris ce qui était le plus important, c'est que ma maman, du temps de son vivant, elle aimait danser. Mais mon papa ne l'emmenait jamais danser ou très rarement. Et j'ai eu le sentiment en me réveillant qu'il lui a été permis une dernière fois, disons dans un plan qui est, selon moi bien sûr, entre la terre et, disons, l'endroit où nous devons aller après notre décès. J'ai eu l'impression qu'il lui a été donné l'opportunité de satisfaire ce plaisir. Donc après ce réveil, il s'est passé environ, je dirais, un mois approximativement. Et là, je suis reparti en sortie astrale. Et lorsque je suis reparti en sortie astrale, je me suis retrouvé sur un plan
qui était encombré par le brouillard. Et j'étais sur un chemin qui était de couleur beige, beige clair, mais je ne voyais pas où j'avançais. Donc j'étais inquiet sur le moment et je me disais, il ne faut pas que je fasse de trop grands pas parce que s'il y a un trou dans le brouillard, je vais tomber dans le trou et je vais me blesser. Au moment où j'ai pensé ça, le brouillard s'est dissipé seulement devant moi. Sur les côtés, c'est resté embrumé. Et j'ai aperçu, à peu près à 150 mètres devant moi, un grand bâtiment dont je ne voyais pas d'ailleurs la fin sur les côtés. C'était un bâtiment à un seul étage et il était composé de petites cases les unes à côté des autres. Alors quand je dis cases, ce ne sont pas des cases comme des carrés, j'appelle ça des petites cellules, moi, comme des cellules monastiques, qui étaient mitoyennes les unes des autres. Et elles n'avaient pas de fenêtre, elles n'avaient pas de porte, il y avait juste à chaque fois une fenêtre que je voyais sur la gauche sans huisserie et une porte que je voyais sur la droite sans huisserie. Ça ne semblait pas très large à l'intérieur. Ça devait être une petite surface. Et là, alors, en sortie astrale, on voit à 360 degrés. On voit derrière soi et sur les côtés. Mais dès qu'on fixe son attention sur un point particulier, on est fixé uniquement sur le point que l'on regarde et on ne voit plus derrière et sur les côtés, enfin, ou très peu. Et là, en fixant mon attention sur l'une de ces petites cases, j'ai aperçu une femme qui était à l'intérieur, mais qui était de dos. Et j'ai reconnu, en fait, la silhouette de ma maman. Elle était en robe de chambre. Et elle avait l'air voûtée et étrangement, je ressentais les vibrations de ce qu'elle émettait. Et je sentais beaucoup de tristesse en elle. Et une fois que j'ai ressenti sa tristesse, eh bien, je me suis réveillé. Ça a été terminé. Et donc, j'ai compris une chose, mais ça, c'est mon analyse personnelle, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'il avait été donné à ma maman l'opportunité de réfléchir sur la vie terrestre qu'elle avait menée. Mais ça, c'est mon analyse. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine après, je suis retourné sur ce même plan, toujours dans le brouillard, sur ce chemin beige clair. Mais cette fois, le brouillard s'est dissipé très rapidement. Et là, j'étais beaucoup plus près du bâtiment et j'ai aperçu ma maman qui m'attendait sur le seuil de la porte. Et là, elle était très heureuse de me voir, elle souriait et j'ai eu le sentiment qu'elle avait été prévenue de ma visite. Donc, je me suis approché d'elle et ce qui m'a paru étonnant, c'est que je portais dans ma main droite un sac, comme un sac en plastique qu'on trouve dans nos villes, avec des revues féminines à l'intérieur. Alors, je ne sais pas comment ces revues féminines sont apparues dans mes mains. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas comment ça peut fonctionner. Mais bref, je les avais. Et donc, je lui apportais des revues féminines parce que du temps de son vivant, ma maman adorait lire les revues féminines qu'on trouve dans les kiosques et journaux. Et donc, d'un seul coup, il y a eu une transposition très rapide. Donc, elle s'est approchée de moi. Nous ne nous sommes pas touchés. Et nous nous sommes retrouvés d'un seul coup à l'intérieur donc de la pièce où elle vivait, enfin les deux pièces. Et en fait, c'était assez rudimentaire comme espace. Je voyais qu'il y avait un évier de pierre, comme dans les années 1850 à peu près. Je voyais que son lit était un lit très rudimentaire aussi, c'était assez spartiate, et qu'il y avait dans l'endroit qui lui servait de chambre une petite table. Et il y avait aussi une petite table dans la cuisine où nous sommes assis. J'étais donc assis en face d'elle. Et là, je ressentais toute sa tristesse. Elle était vraiment très triste. Elle ne me regardait pas, elle regardait la table. Et j'ai posé les revues sur la table et je lui ai dit, bah, maman, pour que tu ne t'ennuies pas trop, je t'ai apporté quelques revues. Et là, eh bien, je me suis tout simplement réveillé. Ensuite, il ne s'est plus rien passé.
jusqu'en 2017. Donc en 2017, donc 2 ans après le décès de ma maman, j'ai décidé de faire une méditation. Bon, j'avais l'habitude de faire à peu près 45 minutes à 1 heure de méditation chaque jour. Et donc, j'étais donc assis, ça faisait à peu près 10-12 minutes que j'étais entré en méditation. Bon, à savoir que quand on a l'habitude de pratiquer, on entre assez facilement dans un état modifié de conscience. Ça vient assez rapidement avec l'habitude. Et là, j'ai vu apparaître, alors j'avais les yeux fermés, et sur mon écran mental, j'ai vu apparaître en médaillon noir et blanc le buste de ma maman, donc son visage, son buste, son thorax, dans ce médaillon qui était en hauteur sur la gauche et environ à 2,50 m de moi. J'ai compris ce qu'il se passait, c'est que c'était donc une communication avec ma maman. Alors j'expliquerai pourquoi c'était en noir et blanc et pourquoi c'était dans un médaillon ovale, parce qu'il y a une explication. Et ma maman m'a parlé en télépathie. Et elle m'a dit, Richard, je sais que tu m'as pardonné, mais j'ai besoin de t'entendre me le dire. Donc évidemment, j'ai tout de suite su ce qu'il était nécessaire de pardonner, mais que j'avais pardonné de mon vivant, et ça c'est très important de le dire. Et en télépathie, je lui ai répondu, maman, je te pardonne, je t'aime. À partir de ce moment-là, le médaillon a tout simplement disparu. Alors, quelle est l'origine de ce médaillon? Eh bien, lorsque ma maman est décédée, j'ai pris l'initiative, avec bien sûr l'autorisation de mes 3 sœurs, j'ai pris l'initiative de faire confectionner un médaillon en porcelaine dans lequel j'avais demandé que l'on intègre la photo de mes parents, qui était la photo de leur mariage, et cette photo était en noir et blanc. Mais dans ce médaillon, dans cette apparition-là, c'est juste ma maman qui est venue, mais c'était un message en fait. Elle me faisait comprendre qu'elle savait que j'avais pris cette initiative, voilà, en apparaissant dans ce médaillon. Voilà, parce qu'en fait, tout est très subtil en fait dans ce genre de situation. C'est la raison donc pour laquelle elle était dans ce médaillon. Donc, ce qui s'est passé après, il s'est passé donc 2 jours. Et donc, alors oui, j'ai oublié un petit détail, c'est qu'après l'apparition de ma maman, je me suis mis à pleurer. C'est-à-dire, c'était comme une sorte, je l'ai ressenti comme une sorte d'auto-nettoyage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sanglots, c'était juste de l'eau qui sortait de mes yeux, comme s'il fallait nettoyer ce qui restait encore à nettoyer. Peut-être des scories, vous voyez, énergétiques qui étaient encore restées engrammées dans mes cellules. Et donc, je suis resté à peu près 10 minutes à peu près dans cet état où j'ai laissé couler les larmes puisque c'était en même temps très apaisant et je comprenais que c'était une forme d'auto-nettoyage en fait, énergétique bien sûr. Et donc, 2 jours après cette chose qui s'est passée, je devais partir, je devais aller chez le coiffeur et je devais prendre un rendez-vous chez mon coiffeur, donc quelque chose de très banal. Mais le numéro de téléphone de mon coiffeur se trouvait sur mon téléphone fixe. Et donc, j'ai pris mon téléphone fixe et j'ai appuyé sur la touche des contacts pour avoir le numéro de téléphone de mon coiffeur. Et là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. C'est que j'ai fait des sortes de manipulations bizarres qui ont fait partir le déclenchement de mon répondeur téléphonique. Mais en réalité, pour faire cette manipulation, il faut que je rentre dans les menus. Or, je ne suis jamais rentré dans les menus. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait partir le répondeur téléphonique. Et il faut savoir que sur ce répondeur téléphonique, j'avais gardé un message de ma maman qu'elle m'avait envoyé en 2014, donc 1 an avant son décès. Elle m'avait en fait invité à déjeuner. Et donc, c'est un message d'une très, très grande banalité. Et je vais dire ce qu'était ce message. Ce message, c'était Riri. Alors, Riri, c'est comme ça qu'on m'appelle dans ma famille. Riri, c'est maman. Bon, je t'appelle
pour te dire que tu t'embêtes pas avec le pain parce que je suis passé rue d'Avron et ma boulangerie est réouverte. Voilà. Elle m'avait demandé de lui amener du pain, en fait. Et lorsque j'ai fait partir ce message, donc de manière incompréhensible, ce message était transformé. C'est-à-dire que le corps du message était toujours le même, à savoir, Riri, c'est maman. Bon, je t'appelle pour te dire que, et derrière que, cette fois, il y avait que je t'aime. Tu t'embêtes pas avec le pain parce que je suis passé rue d'Avron et ma boulangerie est réouverte. C'est-à-dire que c'était incrusté dans le corps du texte, je t'aime, alors que, bien sûr, auparavant, ça n'existait absolument pas. Donc, d'autant plus que ma maman ne m'avait jamais dit je t'aime au cours de sa vie. Donc, c'était assez bizarre. Et j'ai été très surpris parce que ça m'a presque écorché les oreilles. Donc, j'ai fait redéfiler le message plusieurs fois de suite pour savoir si je ne rêvais pas. Et j'en ai déduit que je ne rêvais pas. Mais j'avais besoin d'avoir plus de certitude parce que je suis quand même quelqu'un de très cartésien. Et donc, j'ai envoyé ce message à 2 de mes sœurs, ma plus jeune sœur et ma sœur aînée, qui étaient les préférées de ma maman. Et là, je leur ai demandé si elles entendaient. Donc, évidemment, j'ai transformé ce message en fichier audio que je leur ai envoyé. Et là, elles m'ont dit, bah non, on n'entend pas du tout le fameux je t'aime. Mais par contre, le mari de l'une d'entre elles entendait parfaitement le je t'aime. C'est assez étrange. Est-ce que je Oui, peux intervenir à ce allez-y, allez-y. moment-là? Bien sûr, vous nous avez transmis ce fichier audio que nous mettrons sans doute, que nous joindrons à la vidéo. Il est impossible de ne pas entendre le je t'aime. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'en fait, ça vient s'incruster dans une phrase où ça n'a rien à faire. C'est ça qui est assez bizarre. Enfin, le je t'aime, bien sûr, c'est un message transmis. Mais en fait, dans la phrase, quand vous la prenez littéralement parlant, bah, le je t'aime, on ne voit pas ce qu'il vient faire dans ce Oui, message. on prend les moyens qu'on peut. Hein. C'est tout à fait ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, j'ai été très frustré d'entendre mes 2 sœurs me dire qu'elles n'entendaient pas le je t'aime. Alors, évidemment, je me suis dit, bon, peut-être que je me sens un petit peu vexé et frustré que mes sœurs ne reconnaissent pas que ma maman ait pu me dire je t'aime. Je pense que ça a joué aussi beaucoup. Mais ça a été aussi un moteur pour moi parce que j'ai voulu prouver à mes sœurs que ce je t'aime était bien incrusté dans le message. Et j'ai fait donc des recherches sur Internet pour trouver une personne spécialisée justement en TCI, donc transcommunication instrumentale. Donc les personnes, je pense, pourront chercher à quoi ça correspond si les personnes ne connaissent pas ce système. Et donc je me suis adressé à cette personne et je lui ai envoyé donc le fichier audio. Et ce monsieur m'a dit, écoutez, je vais le faire examiner par mon ingénieur du son, qui lui a les outils nécessaires pour déjà voir s'il y a des manipulations dans le texte, ou enfin bref, s'il y a des trucages. Et dans la journée, ce monsieur m'a contacté et m'a dit qu'il n'avait jamais entendu un message en TCI aussi clair et qu'il était évident que c'était bien la voix de ma maman, c'était la même tessiture, mais il y avait une sorte de distorsion, une sorte de modulation différente du corps du texte, comme si ça venait de beaucoup plus loin, en fait. Message 1. Vendredi, 8 août, 12h07. Riri, c'est maman. Bon, je t'appelais pour te dire que tu t'aimes. Tu t'embêtes pas avec le pain, parce que je suis passée rue d'Amont et ma boulangerie est réouverte. Alors, tu t'inquiètes pas, tu viens sans pain. C'est que c'était confinement. Tu t'aimes. Tu t'aimes. Tu t'aimes. Tu t'aimes. Tu t'aimes. Et ce monsieur a eu la gentillesse d'extraire du corps du texte le fameux « je t'aime »
qu'il a enregistré à des vitesses différentes, à des lenteurs différentes, afin qu'on comprenne bien l'articulation des deux mots je et t'aime. Enfin, d'ailleurs, ça faisait je t'aime. Ça faisait pas je t'aime, ça faisait je t'aime. Comme ça, c'était assez. Est-ce Oui. que votre maman aurait dit ça? Enfin, je veux dire, ce je t'aime, elle l'aurait prononcé comme Oui, c'était elle assez aurait dans dit. sa manière. Oui, c'était pas quelqu'un qui Voilà. disséquait complètement. Voilà, elle parlait assez naturellement. Et Richard, quand vous avez ces expériences de sortie de corps et que vous vivez ces différentes situations, pour vous, il n'y a aucun doute que ça ne peut pas être juste un rêve. Alors justement, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'il y a une différence avec un rêve et cette différence, je vous assure, elle est fondamentale. C'est que lorsque vous êtes c'est un peu comme dans les rêves prémonitoires. Quand vous êtes en sortie de corps ou en rêve prémonitoire, vous avez votre conscience. Or, lorsque vous êtes dans un rêve tel un cauchemar, vous subissez le rêve et vous êtes entraîné dans le rêve sans avoir la capacité à réfléchir. Et c'est bien ce qui fait toute la différence. Et au départ, je n'avais pas compris ça. Et justement, pourtant, lors de ma première sortie de corps, que j'avais faite donc à 23 ans, eh bien, justement, je m'étais rendu compte que j'avais ma conscience. Et c'est là que j'ai quand même compris que nous ne sommes pas que ce corps, nous sommes bien autre chose. Et autre question, avez-vous, quand vous êtes en sortie de corps, avez-vous une conscience de votre propre corps? Avez-vous un corps? Oui. Avez-vous conscience que votre corps physique est dans votre lit, par exemple? Alors non, justement, enfin plus maintenant. C'est-à-dire, ça s'est passé ça au départ, c'est-à-dire au tout départ de mes premières expériences. Par exemple, je me voyais me lever de mon lit et puis traverser l'appartement et je voyais mon corps mon corps physique qui était allongé dans mon lit, mais je voyais mon corps astral en fait, mon corps éthérique, je le voyais. D'ailleurs, je me souviens de mes premières expériences, quand je sortais de mon corps, je voyais tout en bleu. Vous savez, un peu comme quand on va au cinéma et qu'ils veulent faire une scène de nuit, ils éclairent tout en bleu pour qu'on voit quand même clair, hein, qu'on ne soit pas dans le noir. Eh bien, au départ, quand je sortais, je voyais tout bleu, les meubles bleus, tout était bleu. C'était assez bizarre. Jusqu'au jour où ça a été terminé, une fois que j'ai fait quelques expériences comme ça, proche de mon lit par exemple, ça a été fini ça. Et ce corps astral, il ressemble à quoi? Ah, mais il ressemble à moi. Ah, moi, je me vois tel que je suis actuellement. C'est mon corps. C'est comme un double. C'est vraiment un double, en fait. Très bien. Et tous les détails des différentes situations que vous nous avez décrites, vous n'en avez pas la clé, forcément. Je veux dire, les personnages, que le monsieur qui a dansé avec votre maman, les personnages dans l'ascenseur, etc. Tout ça, pour vous, ça n'est pas du connu. Ça n'a pas un sens particulier. Bon, ça n'a pas de sens, pas du tout. Je voulais que vous le précisiez. Bien, eh bien, Richard, on va en venir donc au décès de votre épouse en 2013. Hein. Oui. Et ce que vous avez vécu 1 an, je crois, après son décès. Voilà, tout à fait. Alors, donc, c'était assez étonnant. Alors, ce qui s'est passé, alors, il y a 2 expériences dont on avait parlé. Donc, la première expérience, 1 an après, voilà, c'est la première, un an après, c'est donc j'étais en appartement à l'époque, je vivais en appartement, et donc je n'ai pas refait ma vie, donc j'étais seul et je devais me mettre à table le soir à 20h. Et j'avais pris l'habitude de m'asseoir toujours à la place où mon épouse s'asseyait à table. Et je prenais toujours mon repas avec sa photo sur la table, toujours. Voilà, je faisais toujours comme ça. Et donc, je m'assois avec mon plat et je prends ma fourchette. Et au moment où je prends ma fourchette, mon téléphone, qui était posé sur la table, sonne. Et donc, je suis surpris parce qu'en général, je n'ai pas d'appel à cette heure-là. Et donc, je regarde l'écran de mon téléphone et je vois le prénom de mon épouse apparaître sur l'écran du téléphone, donc Isabelle.
Et là, mon cœur se serre, se met à battre très fort, évidemment, parce que je comprends ce qui est en train de se passer. Et je me dis, il faut que j'arrive à décrocher rapidement et surtout que je ne fasse pas d'erreur de manipulation, que je ne coupe pas le message que je vais probablement recevoir. Donc, je décroche le téléphone correctement et je dis allô. Et là, eh bien, malheureusement, je n'entends pas une voix. J'entends juste un chuintement pendant à peu près 3 secondes. Alors, je vais mimer le chuintement. J'ai entendu chut, comme ça, et ça a coupé. Je précise bien, ça a coupé et pas raccroché, hein. C'est pas le bruit de quelqu'un qui raccroche son téléphone. Donc, ça a coupé. Ah, j'étais donc très déçu. Je pose mon téléphone sur la table et là, l'écran devient noir, mais à la place du prénom de mon épouse, toute une série de chiffres apparaissent sur l'écran noir et ça faisait comme un numéro international, mais avec beaucoup plus de chiffres. Et je me suis toujours demandé comment tous ces chiffres avaient pu rentrer sur la largeur de mon téléphone, qui est un iPhone, hein, donc voilà, pour pas faire de pub, hein. Donc j'ai été assez surpris. Et donc, je savais que je n'aurais pas le temps de noter tous ces chiffres. Donc, je me suis dit, je vais probablement. Alors, ça a été très court, hein, bien entendu, peut-être 3 secondes aussi, hein. Et je me suis dit, bah, peut-être que ces chiffres apparaîtront dans la liste de mes appels qui ont été passés dans la journée que j'ai reçus. Et malheureusement, eh bien, aucun appel, aucune source d'appel n'apparaissait. Il n'y avait que le dernier appel que j'avais pu recevoir dans la journée. Donc voilà ce message. Donc pour moi, je dis bien pour moi, évidemment, parce que c'est personnel quelque part. C'était un petit coucou de l'au-delà de mon épouse, parce que j'ai bien dans mon téléphone gardé le numéro de téléphone de mon épouse. Je l'ai d'ailleurs toujours en me disant peut-être qu'un jour j'aurai un autre appel. Je l'ai donc toujours, mais évidemment, personne ne pouvait m'appeler avec cette attribution d'Isabelle. Et ça ne s'est pas reproduit. Non, malheureusement, ça ne s'est pas reproduit. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Peut-être qu'un jour, on ne sait jamais. Et donc, toujours avec votre épouse, en relation avec votre épouse, quelque chose qui est arrivé, je crois, il y a 5 ans. Oui, voilà, c'est à peu près il y a 5 ans, c'est arrivé. Alors là, c'est aussi assez phénoménal. J'étais encore assis à table, mais cette fois, j'étais derrière mon ordinateur. Je n'étais pas en train de dîner ou de déjeuner. Et j'étais en train de pianoter. Et d'un seul coup, j'ai entendu de la musique qui provenait de la chambre. Et j'ai tout de suite identifié la musique parce que cette musique, c'était celle du coffret à bijoux de mon épouse qui faisait en même temps boîte à musique. C'est-à-dire que dès qu'on ouvrait le couvercle, eh bien, la musique se déclenchait. Il y avait sous ce coffret à bijoux une petite clé qu'on remontait. Et puis, à chaque fois qu'on ouvrait le coffret, automatiquement, la musique se déclenchait. Il faut savoir que mon épouse, en ayant eu plein les oreilles de cette musique, elle ne remontait plus jamais la clé et que cette boîte à musique, en fait, ce coffret, n'avait plus du tout été remonté depuis des années, bien entendu, hein. Voilà. Et donc, je me suis levé et lorsque je suis arrivé sur le seuil de la porte de la chambre, la musique s'est arrêtée. Donc, j'ai été surpris parce que cette boîte à musique ce coffret à bijoux était dans un tiroir et donc il ne pouvait pas s'ouvrir puisque ça se déclenchait que quand ça s'ouvrait. Mais comme j'ai essayé d'être un peu plus cartésien encore, je me suis dit, bon, écoute, il fait chaud en ce moment, peut-être qu'il y a eu le ressort qui s'est détendu avec la chaleur. Enfin bon, j'ai essayé de trouver des raisons. Et je me suis dit, bon, c'est pas grand-chose, retourne faire ce que tu étais en train de faire. Donc, je retourne me rasseoir et j'étais à peine assis que, de nouveau, le coffret à bijoux se déclenche avec cette musique. Donc, cette fois, je dis, bon, non, il faut vraiment que j'aille voir. Donc, j'arrive dans la chambre et quand j'arrive au seuil de la chambre, la musique s'arrête. Je sors le coffret à bijoux de mon épouse,
je l'ouvre, et quand je l'ouvre, aucune musique ne se fait entendre. Mais par contre, ce coffret à bijoux qui était vide d'origine, parce que j'avais remis tous les bijoux de mon épouse aux membres de sa famille, ce coffret à bijoux contenait une carte postale. Et je me suis dit, mais comment cette carte postale est arrivée là? Alors, bien entendu, mon côté rationnel veut que j'ai dû un jour déposer cette carte postale à l'intérieur, peut-être un jour où je faisais un tri de photos, c'est fort possible, mais honnêtement, je n'en ai absolument pas du tout la mémoire. Mais je me dis que c'est du domaine du possible. Il faut toujours rester rationnel. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait sur cette carte postale? Il y avait la représentation du passage du Goua qui se trouve dans l'île de Noirmoutier. Voilà, alors c'est assez connu, c'est un lieu très touristique. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit en fait où un chemin a été tracé sur le sable pour qu'on puisse à marée basse quitter le continent et rejoindre l'île de Noirmoutier en roulant donc sur cette route pavée. Voilà. Et donc, bien sûr, quand la marée est haute, on ne peut plus y accéder. Et donc, Noirmoutier est quelque chose qui me parle énormément, d'abord parce que c'est là que j'ai fait ma première sortie de corps, mais aussi parce que c'est un endroit où j'ai vécu de grands moments de bonheur avec mon épouse, car nous passions souvent du temps dans l'île de Noirmoutier, dans la machinerie donc d'un vieux moulin qui datait de 1887 de mémoire. Et donc, c'était un lieu avec une très bonne énergie où on était vraiment très heureux. Donc, déjà, c'était un fait très marquant. C'est encore un signe d'amour. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'il y a derrière cette carte? Et je retourne la carte postale. Et là, je vois en fait une lettre d'amour, c'est-à-dire plein de mots d'amour de mon épouse, car comme nous y allions souvent en juillet ou en août, et que mon anniversaire est en août, eh bien, en fait, elle m'avait écrit une carte d'anniversaire et avec plein de mots d'amour. Et donc, j'ai compris tout simplement le message qui était que mon épouse avait voulu attirer mon attention une fois de plus sur cet amour que nous avions partagé ensemble. Voilà. Merci Richard. Alors, cette carte postale et cette lettre d'amour qu'elle vous a écrite, vous l'aviez lue de son vivant à votre épouse et puis vous l'aviez oubliée ou est-ce que vous le découvriez dans cette boîte? Eh bien, écoutez, moi j'avais le sentiment de la découvrir, mais je sais que je l'avais eue. Je sais que c'était impossible que je n'ai pas pu la lire à l'époque de cet anniversaire, mais ça semblait dater de longtemps parce que je reconnaissais à l'écriture de mon épouse qui était une écriture, on va dire, moins mature que celle qu'elle a eue quand elle était, par exemple, dans l'âge de 50 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas de maturité dans l'écriture. Je ne veux pas dire que c'était une écriture enfantine, je ne vais pas dire ça. Oui, non. Mais jeune, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Merci beaucoup, Richard. Eh bien, je pense qu'on va terminer cette série exceptionnelle d'expériences que vous avez eu la chance de vivre. On va terminer avec des épingles à cheveux. Oui, bien sûr. Alors là aussi, c'est, selon moi, assez intéressant parce que j'ai eu du mal à décrypter le signe. J'ai mis du temps pour décrypter le signe qui m'apparaissait. Alors donc, dès que mon épouse est décédée, alors je vivais, je peux dire carrément, je vivais dans une ville proche de Paris, très proche de Paris, et donc je passais souvent beaucoup de temps dans Paris. Donc, bien sûr, dans Paris, il y a une très forte densité de population, évidemment. Je précise ça parce que pour bien expliquer ce qui m'est arrivé par la suite. Et j'avais remarqué, quand je marchais sur les trottoirs, que je trouvais fréquemment, après le décès de mon épouse, des épingles à cheveux. Et au bout d'un moment, à force d'en trouver au moins entre 3 à 10 par jour, je me suis dit que là, ça ne pouvait pas être un hasard. Mais je n'arrivais pas du tout à identifier la nature du signe. Je me suis dit, ça doit être un signe d'Isabelle, mais je ne vois pas ce que ça peut vouloir dire. Parce qu'une épingle à cheveux, ça ne me parlait pas vraiment, moi. D'autant plus que mon épouse ne mettait pas d'épingle à cheveux. Donc, ça ne pouvait pas me parler. Mais
ça m'interpellait parce que tous les jours, j'en trouvais. C'était pas possible. Et donc, je me retrouve en vacances. Donc, je cherchais toujours quelle était la signification, mais je ne trouvais pas. Et puis, peut-être 2 ans après, je me retrouve, toujours en voyant toujours ces épingles à cheveux, je me retrouve en vacances dans un lieu de villégiature où il n'y avait pas une très forte densité de population. Et là, cette fois, je trouvais des épingles à cheveux, mais par 3. C'est-à-dire que je marchais, je trouvais une épingle à cheveux devant moi, je faisais 1 mètre, 1 mètre 50, j'en trouvais une deuxième, et 1 mètre, 1 mètre 50, j'en trouvais une troisième. Et elles étaient toujours dans le même alignement, c'est-à-dire elles n'étaient pas à gauche ou à droite. Non, elles étaient dans le même alignement. Et là, c'est pareil, j'en ai trouvé alors une ribambelle comme c'est pas possible. Un jour, même en montant les marches d'une église, j'ai trouvé ces épingles à cheveux par 3 sur les marches de l'église. Donc, je me suis dit, non, il y a quelque chose à comprendre là. Et donc, évidemment, je me suis dit, si elles sont 3 par 3, je dois comprendre quelque chose. Et c'est là qu'à ce moment-là est venue à mon esprit une chose très importante. Mon épouse était une femme extrêmement coquette. Elle aimait bien s'occuper de ses cheveux. Elle passait beaucoup de temps le matin avant de partir travailler à faire son brushing. Voilà, elle aimait beaucoup. Et quand elle rentrait de chez le coiffeur, elle aimait bien que je lui fasse remarquer que eh bien, j'avais vu qu'elle avait été chez le coiffeur et elle aimait que je lui donne mon avis sur sa coupe de cheveux. Est-ce qu'ils étaient trop courts ou trop longs? Est-ce que sa mèche était bien placée, etc. Et lorsqu'elle est tombée malade, donc elle a été atteinte malheureusement par la maladie de Charcot, évidemment, son corps s'est paralysé de plus en plus. Et pour lui faire plaisir, je lui faisais moi-même ses brushings, c'est-à-dire que je m'occupais en fait de sa coiffure. Alors évidemment, je suis pas coiffeur, je faisais de mon mieux. C'était pas comme son coiffeur, mais en fait, c'était une manière de partager avec elle un moment et où je m'occupais d'elle. Donc un moment où je touchais ses cheveux. Et ça, c'est très important. Et donc, ça a été aussi, je pense, très important pour elle que je puisse justement toucher ses cheveux. Donc, c'est là que j'ai compris que ces épingles à cheveux étaient un signe qui était en relation avec ses cheveux, avec sa chevelure. Parce que ce partage d'amour a été fait aussi de cette manière. C'est-à-dire que comme c'était très important pour elle, cette histoire de chevelure, alors je précise qu'elle avait les cheveux mi-longs et qu'elle ne mettait pas d'épingle à cheveux pour se faire des chignons, elle n'aurait pas eu assez de longueur pour le faire. Et donc, pour moi, la relation, c'était, voilà, les épingles à cheveux sont en relation avec mon histoire de cheveux. Et c'est comme ça que je l'ai interprété. Et encore aujourd'hui, je continue à en trouver, mais beaucoup moins, d'autant plus que je vis dans une ville de province maintenant, où évidemment il y a une moins forte densité de population et où il y a probablement moins de possibilités de trouver des épingles à cheveux. Mais j'en trouve quand même. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience extraordinaire quand même. Merci. Eh bien, écoutez, super. Et ce que j'aimerais dire pour faire une petite conclusion personnelle, il ne faut jamais oublier une chose. Seul l'amour est le chemin. Très bien. On va conclure sur cette belle phrase, effectivement. Merci beaucoup. Très bien. Eh bien, merci à vous deux. Et puis...